Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 20 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Coup d'envoi de la saison touristique des croisières en Guadeloupe. Plus de 200 escales sont prévues jusqu'à la mi-avril. La COP IG vient de succéder officiellement à la Comapega. Le premier conseil d'administration a eu lieu ce matin. On connaîtra dimanche le nom du champion de rallye 2015. 2 ténors de la Martinique seront présents. Le journal, Aurélie Ronze. Ça y est, c'est donc officiellement parti pour la saison touristique des croisières en Guadeloupe. Pendant 5 mois, plus de 3000 touristes sont attendus. Le premier paquebot est arrivé ce matin dans le port de Pointe-à-Pitre. À son bord, 400 personnes qui ont débarqué sous la caméra de Patrick Curie et d'Esmeralda Grell. Le Club Med 2 est arrivé aujourd'hui pour sa dernière escale au port Caraïbe en provenance de Saint-Martin. L'événement annonce le lancement de cette nouvelle saison touristique. À son bord, 400 passagers qui resteront qu'une journée en Guadeloupe avant de repartir chez eux en avion. Des touristes venus de tout horizon, pour certains, ce sont leurs premières venues et d'autres sont les habitués de notre île. Pour l'instant, on ne va pas vraiment faire d'excursion, mais on va déjà visiter les alentours, profiter encore librement de notre temps. Non, c'est une expérience sympathique. En plus, je veux dire, les Caraïbes restent un très joli endroit pour faire une première croisière. On vient souvent parce qu'on aime ça et ça nous intéresse, quoi. C'est sympa. 320 000 passagers et 116 escales sont les chiffres enregistrés en Guadeloupe pour 2014 et 2015. Des chiffres qui n'évolueront pas pour cette saison avec une retombée économique de 38 millions. En termes de trafic, donc je pense qu'on n'aura pas d'évolution par rapport à la saison passée, parce qu'on a sauté vraiment une marche importante avec un taux de croissance, comme je vous le disais tout à l'heure, de 60%. Donc on devrait, pour cette saison, avoir un trafic équivalent qui va être séparé entre 2 types de croisières, donc ce qu'on appelle les croisières basées, c'est-à-dire les bateaux qui ont choisi le port de Pointe-à-Pitre comme port base, donc 4 compagnies qui ont des passagers qui traversent l'Atlantique, qui arrivent essentiellement d'Europe et qui embarquent à Pointe-à-Pitre, étant entendu que la population locale représente une part très significative aussi du nombre de passagers qui embarquaient. Une courte saison touristique qui débute mi-novembre et s'achève en avril. La Guadeloupe voit sa notoriété évoluer chaque année. Un sujet de Patrick Curie et Esmeralda Grell. On salue d'ailleurs Esmeralda dont c'était le dernier jour de stage aujourd'hui. La naissance aujourd'hui d'une nouvelle coopérative maritime dont l'activité sera principalement les fournitures, le matériel de conditionnement pour tous les marins-pêcheurs. Elle remplace la Comapega qui avait fermé en 2012. La région et le département ont contribué à cette nouvelle coopérative. Les détails avec Muriel Barlagne. Ils sont 11 administrateurs, dont un aquaculteur à la tête de la nouvelle coopérative maritime d'avitaillement de la pêche des îles de Guadeloupe, la COP IG. Un président, 3 vice-présidents, un secrétaire, tous élus hier. La COP IG succède donc à la Comapega, qui avait été liquidée en 2012. Elle aura un rôle purement technique, notamment celui de faire des achats de matériel au meilleur prix. Le rôle de cette nouvelle coopérative maritime, c'est de pouvoir subvenir aux besoins des pêcheurs, parce qu'on a un grand manque au niveau du matériel, ainsi que de la glace et du ravitaillement carburant, et qu'il y a pas mal de professionnels qui prennent énormément de risques au niveau de la sécurité des navires, qu'il faudrait des balises de détresse, des gilets, ainsi que du matériel au plus bas prix qui existe au jour d'aujourd'hui. Puisque nous n'avons pas une coopérative, nous prenons le matériel au niveau des autres structures, telles que c'est des particuliers, tels que la SAD, l'électronautique ou du lac, et que ce serait un avantage pour les pêcheurs d'avoir à 30% vraiment un matériel au plus bas prix sur le marché au jour d'aujourd'hui. Ce matin s'est tenu le premier conseil d'administration de la COP IG afin de finaliser les statuts. La coopérative sera installée à la caisse de chômage et d'intempéries à Pointe-à-Pitre en attendant les travaux de mise aux normes du bâtiment de la Comapega à Bergevin. Économie toujours avec les fonds européens. Hier avait lieu à Basse-Terre un comité de suivi pour faire le point sur le bilan financier et sur les programmes 2014-2020. Une délégation de Bruxelles était également présente ce matin au RSMA. Mais à quoi servent véritablement ces fonds? Karine Gelman nous donne 2 exemples très concrets. FEDER, FEADER, FECAMP, FSE, des acronymes anonymes et pourtant utiles au développement ou à la création de votre projet.
Ce sont des fonds européens alloués aux particuliers et aux entreprises. Patricia Martz s'occupe d'un organisme de formation Do-It Outre-mer. Coaching, formation, communication interpersonnelle et financement d'un projet. Toutes ces facettes de la gestion d'entreprise n'ont pas de secret pour elle. Nous sommes une équipe de femmes et d'hommes, tous réunis autour d'une même mission. Valoriser le capital humain, aider les entreprises à valoriser leur capital humain en évaluant les potentiels, en développant les talents. Do-It Outre-mer accompagne également les entreprises pour leur demande de fonds européens. L'accès aux fonds est en effet très complexe. Il faut savoir que la région, lors de l'instruction, ne retient que les meilleurs dossiers. Il faut qu'ils soient bien montés, bien ficelés. Et il y a de nombreux dossiers qui sont rejetés parce que le business plan n'est pas à la hauteur. C'est là où nous, Do-It Outre-mer, nous intervenons et nous mettons au service donc des porteurs de projets notre service d'écoute, de conseil et d'études. La société présente dans 27 pays souhaite se développer dans la Caraïbe et notamment à Cuba. Pour ce faire, elle fera appel au Fonds social européen, le FSE. Autre organisme de formation financé par les fonds européens, le RSMA, le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe. Le RSMA bénéficie principalement du Fonds social européen, le FSE, et du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Le FSE constitue la première source de financement externe du régiment. Au titre de l'année 2015 et de la Convention 2015, convention donc signée avec les services de la préfecture, le régiment obtiendra 7,8 millions d'euros au titre du Fonds social européen et de l'initiative Emploi Jeune. Nous sommes à l'établissement d'alimentation loisirs, qui est donc un projet qui a été financé pour le régiment à partir du FEDER. Et il y a eu d'autres projets sur la base financés à partir du FEDER ? Nous avons ici la deuxième compagnie qui est également un projet qui a été financé grâce au FEDER et un petit peu plus loin vers le bas, la première compagnie qui a également été financée par le FEDER. Le service des fonds européens ne concerne pas uniquement les activités de formation, mais également l'agriculture, les entreprises privées ou encore le tourisme. Cette année d'ailleurs, l'accent va être mis sur l'hôtellerie de luxe plutôt que les gîtes ruraux largement financés la session précédente. D'une session de 6 ans à l'autre, en effet, la stratégie change. On s'adapte évidemment à la situation financière et budgétaire. C'est qu'on a exigé pour 2014-2020 une concentration des fonds sur des thématiques liées, associées à la stratégie Europe 2020, en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive. En Guadeloupe, cette année, l'enveloppe pour le programme des fonds européens est de 900 millions d'euros. Il est encore temps de déposer les dossiers. Les droits des enfants étaient au cœur d'une journée internationale aujourd'hui. Il y a 26 ans, l'ONU adoptait la Convention internationale des droits de l'enfant qui repose sur plusieurs principes, droit de vivre, droit de se développer ou encore la non-discrimination. Les détails avec Richard Scott-Tamar. C'est le conseil départemental qui a la charge de la problématique de l'enfance en Guadeloupe. À la maison de l'enfance, on accueille les mineurs en danger ou en difficulté. Cette institution prend le relais lorsque les parents ne sont plus aptes à le faire. Alors, en ce qui concerne les droits de l'enfant, notre mission, c'est surtout aussi de garantir ces droits. Et dès lors qu'il y a une difficulté dans une famille, nous intervenons pour pouvoir rétablir ces droits qui existent. Je dirais au niveau des familles, on a toujours des difficultés à avoir une collaboration quand il s'agit de défendre les droits de ces enfants-là en particulier. Et la mission de l'établissement, c'est de pouvoir intervenir pour pouvoir rétablir, ces difficultés et rétablir les liens familiaux. Sur notre île, les questions relatives aux droits de l'enfance sont au cœur de la question juridique, due au nombre croissant d'affaires concernant des mineurs. Alors, au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, nous avons instauré une permanence spéciale de confrères qui se sont vraiment tournés vers le droit des mineurs et ces avocats, par binôme, s'occupent toujours, essayent en tout cas toujours de s'occuper du même mineur. Parce qu'il est évident que la défense d'un mineur, c'est un peu particulier parce qu'il y a un suivi qui est nécessaire. Et donc, nous faisons en sorte que le mineur, tout au long
de son parcours, malheureusement souvent pénal, et le même avocat qui va donc connaître ses antécédents. La violence des mineurs est souvent déplorée en Guadeloupe. On parle d'une démission des parents à ce sujet, et des mineurs laissés sans repère. Pour cette juge des enfants, le problème n'est peut-être pas aussi simple. Alors, le sujet de l'enfance, c'est un sujet qui a préoccupé toutes les époques. Et on dirait que globalement, que la situation s'améliore par rapport au passé, par rapport à l'ancien régime, où les enfants étaient jusqu'à dans des situations de délégation, et justement par ceux qui détenaient l'autorité parentale, qui avaient le droit de demander leur emprisonnement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on peut dire que depuis le 2 février 1945, où il y a eu l'ordonnance justement qui traite des problèmes de l'enfance-délinquance, on a reconnu la spécificité du traitement des affaires de mineurs, y compris quand ils sont délinquants. En Guadeloupe, les enfants de 5 à 18 ans représentent 17,4% de la population, soit environ 70 000 mineurs. 4 enfants sur 10 vivent dans des familles monoparentales. C'est une caractéristique singulière de notre territoire. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Ce soir, nous allons à Trinidad ainsi qu'en Dominique et à Sainte-Lucie. Voici la Minute Caraïbe. La Banque interaméricaine de développement, la BID, a approuvé un prêt de 25 millions de dollars américains à Trinidad et Tobago pour l'aider à développer ses activités commerciales et à diversifier son économie. Le prêt contribuera notamment à la mise en place d'un guichet électronique unique visant à réduire considérablement les délais et les coûts des transactions commerciales et à optimiser la collecte des recettes. Le prêt sur 25 ans contribuera par ailleurs à une meilleure gestion des risques pour les organismes gouvernementaux, à la mise en place d'une solution de paiement électronique, à l'interconnexion des systèmes de contrôle des ports et des douanes, ainsi qu'au développement d'une plateforme logistique intermodale. Plus de 70 pays à travers le monde ont mis en place des systèmes de guichets uniques et plusieurs études ont démontré leur efficacité en termes d'économie, de gain de temps, de transparence et d'efficacité entre institutions. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a appelé à la mise en place d'un système de santé entre les États des Caraïbes orientales. Affirmant que les maladies comme le diabète et l'hypertension constituent une menace majeure pour les économies régionales, Skerrit a dit à ses homologues régionaux réunis à Roseau qu'il était temps pour leur pays de mutualiser leurs ressources. Trop de nos concitoyens éprouvent des difficultés de financement pour des soins basiques de santé. Beaucoup n'ont pas d'assurance, ni les fonds nécessaires. Donc j'espère que nous pourrons faire avancer les discussions en ce qui concerne la mise en place d'un programme d'assurance maladie régionale, espère le Premier ministre dominicain. Une personne mal habillée et l'on ne retiendra que le vêtement, avec des vêtements impeccables, on se souviendra de l'homme ou de la femme. Telle est une célèbre citation de Coco Chanel. Carmen Penco, fondatrice de l'école des beaux-arts de Sainte-Lucie, comprend trop bien la portée de ce dicton, ainsi que l'importance des vêtements, des textiles, des formes et des motifs. C'est d'ailleurs ce qui l'a motivée pour l'ouverture de l'unique salon de la mode et du style des Caraïbes. Penco ajoute que le corps humain est en fait une œuvre d'art. Originaire du Guyana, elle a travaillé en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. Maintenant, elle apporte son expérience et son expertise à Sainte-Lucie à travers cette nouvelle aventure. Elle s'est associée à 2 autres stylistes de Sainte-Lucie pour fonder la première école de mode certifiée au sein de la région des Caraïbes. Ouvert en octobre, la Carmen Penco School of Fashion Arts propose des formations poussées dans la mode et le design. Carmen Penco et son équipe œuvrent désormais à la reconnaissance de la mode et du design de Sainte-Lucie sur la scène internationale. Retour en Guadeloupe et on va ouvrir notre page des sports avec cette inauguration aujourd'hui en fin d'après-midi. Le quai Florence Artaud et Laurent Bourgnon a été donc inauguré à la marina de Pointe-à-Pitre. Une inauguration en l'honneur notamment de la navigatrice qui avait remporté la Roue du Rhum en 1990 et qui nous a quittés en mars dernier. En l'honneur également de Laurent Bourgnon qui avait réalisé le doublé en 1994 et 1998 en remportant également la Roue du Rhum. Il est décédé cette année. L'émotion était bien présente en cette fin d'après-midi puisqu'on le rappelle qu'hier une autre navigatrice bien connue en Guadeloupe s'en est allée. Anne Cazeneuve qui avait remporté le 19 novembre 2014 la Roue du Rhum dans sa catégorie.
Et lors de l'inauguration de ce quai, Florence Artaud et Laurent Bourgnon, Claude Bistoquet, le premier Guadeloupéen à avoir participé à la Route du Rhum, a justement rendu hommage à la navigatrice. On l'écoute. Disons que Florence était un marin, quelqu'un qui a quitté un destin qui l'attendait, un peu bourgeois, pour aller avec son sac à dos passer tous les océans du monde, et avec brio, avec succès. Et c'est un peu l'image que je retiens d'elle. Elle n'a jamais renié sa famille, le fait que son père soit un grand éditeur de Paris, mais son cœur était en Bretagne, son cœur était sur les océans. Voilà ce que je retiens. Des propos recueillis par Éric Pommier. Autre inauguration également aujourd'hui, le vélodrome de Gourdeliane accueille désormais une piste de BMX. Elle a donc été inaugurée cet après-midi, 292 mètres de long sur 8 mètres de large. C'est la seule piste homologuée dans la Caraïbe. Son coût, 900 000 €. L'objectif, atteindre d'ici 3 ans 500 licenciés. La première compétition est programmée le 12 février prochain. Ce sera le trophée Karuquera. À terme, il sera également question d'accueillir des compétitions de renommée nationale, voire même internationale. Des images signées Éric Pommier. On va reparler de l'affaire Turpin-Ruffin, puisque les deux cyclistes avaient rendez-vous en cette fin d'après-midi devant la commission de discipline du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe. On le rappelle, le 6 août dernier, lors du Tour cycliste de la Guadeloupe, les deux hommes en étaient venus aux mains. Ils risquent une suspension, voire une radiation à vie. Alors pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Mais par contre, Johan Ruffin a annoncé qu'il arrêtait sa carrière. On l'écoute. De toute façon, j'annonce déjà que moi je mets fin à ma carrière, donc pour moi, c'est pas une voie d'échappatoire, mais juste qu'après réflexion et aussi mon état de santé, je mets fin à tout ça, quoi. Donc lui, M. Turpin, il a déjà engagé 3 procédures à mon égard. Et je sais que lui, si on n'a pas assez le gain, donc on va pas. Moi, je vais me battre jusqu'au bout pour prouver qu'il ment. Donc voilà, quoi. Même dans ses déclarations, même au niveau du courrier de l'UCI et les déclarations qu'il a faites à la presse, il n'y a pas photo, quoi. Des propos recueillis par Patrick Curie et Esmeralda Grell. On va parler de sport mécanique maintenant, puisqu'on connaîtra dimanche le nom du champion de rallye de la Guadeloupe, un titre qui va se jouer entre Edmond Bicky et Stéphane Nègre. Mais avant, il faudra passer par le rallye du Sud Basse-Terre qui débute demain, et un équipage va peut-être jouer les troubles faits. Ce sont les Martiniquais. On fait le point tout de suite avec Éric Pommier. Sur la liste des 23 engagés en ordre de bataille pour le rallye Sud Basse-Terre ce week-end, il y a de mentionner le nom de l'équipage Willy Nalamutu Sancho Frédéric Pardo. Cette nouvelle est à prendre au sérieux, d'autant plus que le duo et non des moindres prendra part à la compétition sur une magnifique Clio Super 1600. De la CDA 2 Max à la Super 1600, enfin, c'est un pas, c'est pas un grand pas parce que ça reste quand même 2 moteurs 16 ans. Bon, la Clio a un moteur un peu plus pointu. L'affiche est belle pour la dernière compétition automobile de l'année, virage décisif pour Bicky et Nègre. Mais pour la bande de potes martinico-guadeloupéenne, il n'y a qu'une mission. Partir à l'assaut du rallye, certes le pied sur l'accélérateur, mais surtout découvrir pour le pilote ou redécouvrir pour le copilote une compétition, oui, appréciée à l'unanimité, mais également redoutée de tous. Bon, c'est pas la première fois qu'on roule ensemble avec Oli, on a même déjà partagé le volant, donc la confiance elle est mutuelle. Hein. On a fait un rallye au mois de septembre en Martinique, un petit rallye pour se mettre en jambes. On a très bien roulé ensemble. Willy est quelqu'un de très méthodique, mais surtout qui, malgré justement cette expérience, il écoute. Il a envie d'apprendre. C'est vrai que j'ai eu de la chance moi, de rouler sur des autos de ce type. Donc c'est vrai qu'on échange beaucoup dans la voiture et ça fait que derrière les chronos, ils payent. Willy Sancho Nalamutu a été sacré champion de la Martinique en 2011. C'est dire que le pilote a l'expérience des grands rendez-vous et de leurs enjeux. La spécificité des spéciales de Guadeloupe, il en a déjà eu un aperçu pour avoir effectué quelques pistes sur différentes montures. Mais le Sud Basse-Terre demeure la grande inconnue avec son compère et copilote Frédéric comme chef d'orchestre. Le pilote martiniquais part serein. On va d'abord prendre du plaisir. Ce rallye-là, c'est la première fois que je le fais. Je le trouve particulièrement
enfin, il est différent des autres. Je le trouve un peu plus difficile que le grand fond et le Kawikira parce qu'il est vraiment très technique et en même temps très rapide. Donc, et on n'a pas le droit à l'erreur sur ce type de route-là. Donc ça va être de l'amusement, partager la voiture avec Frédéric, qui est un super pote. Donc on va s'amuser avant tout, on va prendre du plaisir. Le trio Willy Nalamutu Sancho, Frédéric Pardo et la Clio Super 1600 sera à coup sûr l'attraction de ce rallye, si l'objectif de résultat n'est pas franchement annoncé par l'équipage du WNS Racing. Nul doute que suite au premier chronomètre enregistré, la concurrence va très vite déclencher l'état d'urgence. Et on va refermer cette page des sports avec du football puisque le championnat de DH reprend ce soir. Pour cette 7e journée, les Red Stars de Pointe-à-Pitre reçoivent en ouverture le club amical de Marquisa. Coup d'envoi de ce match tout à l'heure à 20h30. Demain, la suite des rencontres. On aura notamment à 15h30 l'Arsenal Club qui affronte le Sirocco des Abîmes, la Juventus de Sainte-Anne qui se déplacera à Sainte-Rose. Et puis toujours demain, mais cette fois-ci le soir à 20h, le CSM sera face au Phare de Petit Canal. L'USBM affrontera la Gauloise de Basse-Terre. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant on va un petit peu se détendre puisque depuis ce matin, le salon du développement personnel et du bien-vivre aux Antilles s'est ouvert au WTC de Jarry. Jusqu'à dimanche, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui fait du bien au corps mais aussi à l'esprit. Le reportage de Karine Gielman. Changement de vision, charlatan ou praticien guérisseur, réparer son corps grâce à la force de l'esprit, développer les capacités de son cerveau en changeant sa fréquence, augmenter ses capacités physiques en nettoyant ses chakras, des notions qui laissent certains sceptiques et qui pourtant sont de plus en plus pratiquées. C'est assez surprenant parce que d'un côté, il y a des gens qui font tout et n'importe quoi et il y a des gens qui veulent aller dans le changement. Le changement, c'est pas évident. Ça demande une volonté, ça demande un travail. Donc c'est effet de mode peut-être, mais quand même une vraie prise en compte, une vraie interrogation, savoir est-ce qu'on vit, est-ce qu'on est heureux. Christiane est infirmière de formation, les pieds ancrés sur terre, un visage rayonnant et elle utilise son énergie pour vous accompagner. Je suis thérapeute, énergéticienne, psychocorporelle, avec une formation de base comme infirmière en psychiatrie, de cadre infirmière. J'ai ressenti le besoin d'avoir d'autres outils pour répondre aux besoins des patients, des gens que je recevais, que je rencontrais, les familles aussi que je suivais. Donc j'ai fait plein de formations sur le plan des choses naturelles, des formations, tout ce qui est sur les énergies en fait. La case énergétique, le titling, le reiki, les massages, ces pratiques ont un objectif, amener du bien-être et rétablir notre équilibre. Je pense que c'est le moment de faire ce type d'événement. Il y a 5-7 ans, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, oui, je m'aperçois en fait qu'il y a de plus en plus de thérapeutes, de professionnels du développement personnel en Guadeloupe. Il y a de plus en plus d'intérêt justement à la psychologie, à la thérapie, au coaching. En plus du bien-être, parce qu'il y a vraiment une recherche du bien-être, de se sentir mieux. Il y a aussi une recherche de savoir, de se comprendre l'autre. Je dirais c'est dans l'air du temps. Des écoles existent pour suivre ces praticiens, des formations reconnues qui permettent de réhabiliter la notion de bien-être au cœur de nos activités. C'est-à-dire que c'était réservé à une élite. Et maintenant, c'est ouvert à tout un chacun. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'objectifs différents. Il y a certaines personnes qui viennent apprendre juste pour connaître comment je fonctionne, comment je suis, qui je suis. Il y en a d'autres qui apprennent pour pouvoir aider leurs prochains. Et il y en a d'autres, c'est juste pour leur famille. Donc les objectifs sont complètement différents, mais c'est ouvert à tout un chacun. Alors qu'avant, c'était réservé à une élite. En janvier, une nouvelle école ouvrira ses portes, l'école des plantes d'outre-mer. Et si harmoniser son corps et son esprit amène à un bien-être général, pourquoi ne pas s'abandonner à l'espace d'un salon à un petit massage détente ? Voilà, de quoi être zen pour tout le week-end. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur la couleur du ciel pour demain matin en Guadeloupe et regarder cette très belle carte. Le soleil brillera pour tout le monde. Les températures afficheront au réveil entre 25 et 27 degrés.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé à partir de 20h, vous allez retrouver votre magazine hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Icard reçoit ce soir le président du conseil régional de la Guadeloupe, Victorin Lurel, candidat à sa propre succession pour les régionales 2015. Du divertissement ensuite, puisque vous retrouverez La France a un incroyable talent. Pour l'actualité locale et régionale, vous la retrouverez demain à 12h30. Ce sera en compagnie de Jean-Luc Icard. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès lundi. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur Alizé.